bonsoir. Bonsoir. Très 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 heureuse de partager ce moment avec vous autour de cette bande dessinée dont vous êtes la scénariste. Dessins et couleurs de Thibault Lambert, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Comme l'a dit Nathalie, publié aux éditions des Ronds dans l'eau le 11 mars 2020. Alors évidemment, la lecture de cet ouvrage m'a immensément touchée, d'abord par sa qualité. Ensuite, triplement, quadruplement même d'abord. Ensuite, parce que je suis enfant de survivant. Encore parce que j'ai été enseignante et que je suis aujourd'hui libraire et que la portée didactique de cet ouvrage m'a vraiment, vraiment beaucoup, encore une fois, touchée, ne m'a pas échappé. Et enfin, pour l'anecdote, parce que votre BD est paru le jour de mon anniversaire. Ah, bon, c'est peut-être la meilleure des raisons. Alors, Stéphanie Trouillard, vous êtes journaliste, vous avez beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale et tout commence par ce web documentaire que vous avez réalisé, publié il y a 3 ans sur France 24, consacré à Louise Pikowski, cette jeune lycéenne parisienne déportée en 1944. Quelle est l'histoire de cette jeune fille et comment est-elle arrivée jusqu'à vous ? En fait, tout a commencé en 2016, donc il y a 4 ans. J'ai été contactée par des enseignants du lycée Jean de La Fontaine, qui se trouve dans le 16e à Paris, parce que l'une de ces enseignantes, qui s'appelle Christine Lerche et qui était professeure de mathématiques à l'époque, avait retrouvé en 2010, en faisant un rangement dans une armoire du lycée, elle avait trouvé une enveloppe craft avec des lettres et des enveloppes. Et elle s'est rendue compte que ces lettres avaient été écrites pendant la Seconde Guerre mondiale par une ancienne élève du lycée qui s'appelait Louise Pikowski et qui avait eu une correspondance avec son enseignante, sa professeure de latin-grec de l'époque, mademoiselle Malingret. Donc Christine s'est rapidement rendue compte que Louise avait été déportée et qu'elle avait été assassinée à Auschwitz. Et elle a voulu en savoir plus sur cette jeune fille et sur l'histoire de ces lettres qu'elle avait retrouvées par hasard dans cette armoire. Et malheureusement, elle n'a pas trouvé beaucoup d'appui dans le lycée. Puis elle était professeure de mathématiques. Ce n'était pas forcément sa fonction de pouvoir faire des recherches historiques. Et en 2016, au moment de partir à la retraite, elle s'est demandé quoi faire de ces lettres pour pas qu'elles ne retombent dans l'oubli. Et là, elle s'est rendue au CDI du lycée où elle a rencontré une professeure documentaliste qui s'appelle Khalida Hachi et qui l'a écoutée et qui a été touchée par les lettres de Louise. Et cette professeure se trouve être la sœur de l'une de mes collègues. Et donc, elle m'a contactée puisqu'elle a appris que depuis plusieurs années, je travaillais sur la Seconde Guerre mondiale et sur les archives de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à partir de là qu'on s'est lancés tous ensemble dans une enquête pour retracer le parcours de cette jeune fille, donc Louise Pikowski, qui était lycéenne à Jean de La Fontaine durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi un web documentaire au départ ? Tout simplement parce que moi, je suis journaliste à France 24, donc qui est la chaîne de télé internationale de la France. Et moi, je travaille pour le site internet de France 24. Et donc, au départ, quand j'ai reçu ces lettres, j'ai vraiment été très touchée par les écrits de Louise. Toutes les semaines, des gens m'envoient des documents sur la Seconde Guerre mondiale, parce que sur les réseaux sociaux, ils savent que je traite de cette période. Et c'est plus ou moins intéressant. Donc, quand j'ai reçu ces lettres, je n'avais pas forcément beaucoup d'attentes. Mais vraiment, quand je les ai lues, je me suis dit, là j'ai un trésor entre les mains. J'ai été touchée par la sensibilité, l'intelligence de Louise. Et au départ, je m'étais dit que j'allais en faire un article. Et finalement, en tirant le fil, en faisant cette enquête, on a récolté tellement de choses que je me suis dit que ça méritait beaucoup plus qu'un article. Et à cette époque, donc en 2016-2017, les médias faisaient encore beaucoup de web documentaires. C'est un peu moins à la mode maintenant. Et donc, je me suis dit que c'était le bon format parce que ça permettait de raconter cette histoire en profondeur, à la fois par écrit et aussi de montrer les documents d'archives qu'on avait retrouvés et les lettres de Louise. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un web documentaire, donc un mini-site qui soit accessible au plus grand nombre. Je confirme, évidemment, je l'ai consulté, un très très beau travail. Et puis du coup, de fil en aiguille, pourquoi avoir choisi de poursuivre l'aventure et de continuer, de retracer à nouveau le parcours de cette jeune fille dans une bande dessinée et pas sous un autre format? Alors, quand le web documentaire est sorti, j'ai été sollicitée par plusieurs éditeurs pour en faire un livre. Et ça s'est finalement pas fait pour de multiples raisons. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion
de faire quelque chose d'autre, parce que le web documentaire est déjà assez écrit. Et je me suis dit, finalement, si je pars sur un livre classique, ça va être un peu une redite du web documentaire. Je me suis dit, bah, autant proposer cette histoire sous une autre forme. Et moi, j'aime beaucoup la bande dessinée. Vous voyez, là, je suis chez mes parents, il y a mes BD d'enfance qui sont derrière. Donc, j'ai grandi dans une famille où on lisait beaucoup de bandes dessinées. Et depuis que le web documentaire est sorti en 2017, je me rends régulièrement dans des établissements scolaires, rencontrer des lycéens, des collégiens, même des élèves de primaire. Et j'ai pu constater que dans les CDI, les professeurs documentalistes et les professeurs d'histoire utilisent beaucoup la bande dessinée pour enseigner l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et notamment de la Shoah. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas partir sur cette idée. J'ai contacté des scénaristes de BD que je connaissais et ils m'ont conseillé la maison d'édition des Ronds dans l'eau, qui est une petite maison d'édition, mais qui est connue pour faire des bandes dessinées assez humanistes sur des sujets de société, aussi sur des sujets d'histoire. Et donc, je leur ai parlé de mon idée. Ils ont tout de suite été emballés et voilà, c'est comme ça que cette aventure est née. Et quelle est la part de réel et de fiction dans la bande dessinée? Alors, pour le web documentaire, donc c'était vraiment un travail journalistique, une enquête en fait dans le web documentaire. On me suivait, moi et les enseignants, à travers nos recherches qu'on découvrait sur cette famille, sur Louise, les témoins qu'on a pu rencontrer, que ce soit la famille, des gens de la famille de Louise qui ont survécu à la Shoah, des anciennes camarades. Donc on suivait vraiment ce fil et sur des faits historiques bien précis, bien documentés. Pour la bande dessinée, ce qui a été peut-être le plus difficile pour moi, c'est que j'ai un cerveau qui est programmé comme journaliste, en fait. Donc, il a fallu que je me détache un petit peu de ça et que je m'offre un peu plus de liberté, en fait. Et ça, c'était finalement ce qui a été le plus dur, parce que forcément, en créant une bande dessinée, il fallait que je crée des scènes, des dialogues. Moi, j'étais pas là à cette époque, et puis tout est pas retranscrit de ce qu'a vécu cette famille. Donc, c'est un peu plus romancé, mais tout en restant vraiment fidèle. J'ai pas pris autant de liberté que ça. Je voulais vraiment rester fidèle à ce que cette famille avait vécu. Donc, j'ai repris ce qu'on avait trouvé durant l'enquête et j'ai aussi ajouté des anecdotes que m'avaient fournies des membres de la famille ou des camarades de Louise. Donc vraiment, la plupart des scènes et des situations des personnages découlent de vraies scènes qui ont eu lieu durant la guerre, mais bien sûr, les dialogues sont forcément romancés, puisque je n'étais pas dans l'appartement avec cette famille. Mais voilà, on a voulu rester le plus précis possible, surtout sur un sujet aussi sensible que l'histoire de la Shoah. Je pense que voilà, puis c'était aussi une manière de respecter l'histoire de cette famille. J'avais un petit peu peur de trahir l'histoire de cette famille en prenant aussi trop de liberté. Et puis aussi, c'est la famille de Louise, les cousins que j'ai retrouvés aussi m'ont fait confiance tout au long de ce travail. Donc, c'était important pour moi aussi qu'ils s'y retrouvent parce que ce n'est pas l'histoire de ma famille, c'est l'histoire d'une autre famille. Donc, je pense que c'est aussi, je vois ça aussi comme une responsabilité de ne pas trahir les Pikowski et Louise, et donc d'être le plus pointilleux possible sur les événements qui se sont passés. En tout cas, à la lecture, on ressent vraiment ça. C'est-à-dire que moi, du début jusqu'à la fin, j'ai pas senti une seule fausse note. J'ai trouvé que tout était super cohérent par rapport à cette jeune lycéenne brillante, par rapport à sa vision de la vie, par rapport à tout ce qu'on pouvait savoir d'elle à travers ses lettres, à travers l'enquête que vous avez menée. J'ai trouvé que c'était d'une justesse qui m'a vraiment épatée. C'est pour ça que je vous ai posé cette question sur la part de réel et de fiction, parce que j'ai vraiment senti qu'à aucun moment, il y avait quelque chose de dissonant. Et je pense que pour le lecteur, c'est hyper important, parce que comme vous le disiez, vous n'y étiez pas. Et pourtant, on y est, on est avec elle. Et encore une fois, tout est hyper cohérent. Donc, on va parler du dessin, si vous voulez bien, parce que évidemment que le graphisme n'est pas anodin. J'imagine aussi que le choix des couleurs ne l'est pas. Et je me suis demandé quelles avaient été les sources d'inspiration de votre co-auteur, on peut dire ça comme ça, Thibault Lambert. Alors en fait, donc Thibault Lambert est un dessinateur belge. Donc quand j'ai contacté la maison d'édition des Ronds dans l'eau,
je leur ai expliqué un peu l'idée que j'avais de la bande dessinée. Moi, j'ai aucun talent artistique, donc de toute façon, il était évident que j'allais pas dessiner voilà, cet album. Et donc, je leur avais dit que je voulais quelque chose d'assez coloré et de vivant, parce que bon, comme je m'intéresse beaucoup à la Seconde Guerre mondiale, je lis souvent des bandes dessinées qui sont consacrées à la Shoah, et beaucoup d'entre elles, en fait, sont, je trouve, assez noires, en fait. C'est des styles que moi, je trouve aussi très intéressants, mais elles sont souvent très sombres, très dures, surtout quand on voit le camp d'Auschwitz. Et moi, l'idée, qui était déjà l'idée du web documentaire, c'est que ça puisse servir aussi d'outil pédagogique. Donc, je voulais que ce ne soit pas rebutant pour les plus jeunes, notamment les collégiens et même les primaires. Donc, je voulais quelque chose voilà, de pas trop difficile à la lecture pour eux, pas trop sombre non plus. Et aussi, toujours dans l'idée de ne pas trahir Louise. Je me suis dit que finalement, ce qui ressort de ces lettres, et moi, ce qui m'avait marqué, c'est la lumière de cette jeune fille qui est incroyable, en fait. Voilà, elle aimait la vie, et malheureusement, elle a été assassinée à l'âge de 16 ans, et je voulais que ce soit ça qui ressorte, en fait, aussi pour montrer que ces gens-là, c'est pas seulement une tragédie, mais c'était une famille qui vivait à Boulogne-Billancourt, une jeune fille qui allait au lycée à Paris, et c'était des gens qui avaient une vie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est parti aussi sur quelque chose de coloré. Et donc, l'éditrice Marie Moinard des éditions Des Ronds dans l'eau m'a mis en contact avec Thibaut, et j'ai vu ses dessins, et je me suis dit effectivement que ça pouvait coller. Voilà, je voulais un dessin assez simple et qui soit accessible vraiment au plus grand nombre et notamment aux plus jeunes. Alors ça se sent énormément. C'est vrai qu'au début, moi, ça m'a un petit peu surprise, un petit peu déroutée, parce qu'on a l'habitude, exactement comme vous le disiez, de romans graphiques sur cette thématique-là, qui sont plus, je sais pas comment dire, plus Dur. moins accessibles. Oui, plus dur. Et du coup, bah, c'est vrai que toute cette façon de dessiner rend les choses beaucoup plus faciles à appréhender pour des enfants plus jeunes. Et bah, évidemment, ça m'amène en tant qu'ancienne enseignante et libraire à la question suivante. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai énormément senti la portée didactique de la bande dessinée. Pourquoi est-ce important de raconter encore ce genre d'histoire? Et encore, là, c'est un encore entre parenthèses, puisqu'en fait, Louise, c'est la première histoire d'une petite lycéenne parisienne, si ma mémoire ne me trahit pas, qui a vécu cette destination. Élève d'école, élève de collège, élève de lycée. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi maintenant? Oui, c'est vrai que finalement, bah moi, quand j'ai commencé enfin, à étudier l'histoire au collège, comme toutes les élèves de ma génération et même d'autres générations, on a lu le journal d'Anne Frank. Voilà, quand on était au collège, quand on avait 14, 15 ans, et c'est vraiment un livre qui a touché le plus grand nombre de personnes possible et qui résonne toujours encore en nous. Et c'est vrai que quand on cherche en France voilà, des histoires auxquelles on peut s'identifier, de jeunes lycéennes ou de collégiennes, il y a finalement peu d'histoires qui ressortent. Donc, il y a le journal d'Hélène Baird qui a été publié il y a quelques années, mais elle était un peu plus âgée, où il y a également les lettres de Louise Jacobson qui avaient aussi été mises en lumière par Serge Klarsfeld. Mais pour une histoire française, il n'y avait pas finalement d'Anne Frank française, si je peux me permettre. Et c'est vrai que ça aide finalement voilà, l'identification à une jeune fille de son âge durant la guerre, ça aide, c'est une porte d'entrée voilà, pour l'enseignement de la Shoah. Et c'est vrai que j'ai été assez surprise. Donc, la bande dessinée est sortie le 11 mars. Voilà, elle a eu que 4 jours de vie en librairie avant le confinement, mais il y a quand même quelques personnes qui ont pu se la procurer avant que tous les libraires soient fermés. Et j'ai reçu des retours de parents de jeunes enfants. Donc, moi, je pensais que la bande dessinée allait pouvoir fonctionner à partir du collège, du lycée. Et là, j'ai eu des retours d'enfants plus jeunes, en fait, d'élèves de primaire, de CM2. Et ça fonctionne aussi déjà à cet âge-là. Donc, j'ai été vraiment très contente de voir que c'était accessible, même à des plus jeunes, sur un sujet aussi dur que la Shoah. Ça a été aussi un parti pris. Enfin, je vais pas. De toute façon, j'avance pas, je spoil pas la bande dessinée, mais par exemple de pas mettre Auschwitz aussi. Je me disais à quoi ça servirait de mettre la famille dans le camp d'Auschwitz. Ça apportait pas quelque chose en plus. Et là, en plus, je partais sur des hypothèses sur ce qu'elle avait vécu, parce qu'on n'a pas de documents sur leur arrivée
à Auschwitz. Et voilà, c'était Mais aussi… on sait dans quel convoi ils étaient. Et Exactement. donc, voilà. Et donc, ça s'arrête au convoi, mais voilà, je voulais pas aussi… ça permet aussi d'être accessible dès le primaire aussi pour commencer à transmettre cette histoire aux plus jeunes. C'est Et encore… est-ce que… Comme vous le Pardon. disiez, c'est vrai que moi, il y a souvent des gens qui me disent pourquoi encore parler de la Shoah. C'est des réflexions que j'entends encore, qui disent qu'on en parle suffisamment, plus que peut-être d'autres périodes de l'histoire. Mais malheureusement, l'actualité nous montre encore régulièrement que voilà, il faut continuer parce que souvent, les gens en plus qui me disent ça, je me souviens un jour, j'étais revenue de Bruxelles où j'avais continué les recherches sur la famille Pikowski. J'avais pris un taxi, le chauffeur de taxi m'avait demandé ce que je faisais, donc je lui avais parlé de cette histoire. Il m'a dit mais pourquoi continuer d'en parler? Et en plus, il s'était mis à me dire des choses qui étaient fausses sur la Shoah et sur la Seconde Guerre mondiale. Donc ça montre que c'est toujours important, voilà, pas seulement pour les plus jeunes d'ailleurs, mais c'est toujours une petite alerte qu'il faut garder en tête, voilà, pour le présent et le futur. Absolument. Et du coup, quand je dis maintenant, pour moi, ça fait écho au 75e anniversaire de la libération des camps. Et donc, du coup, je pense que vous avez dû rencontrer des survivants qui ben, sont plus tellement légion maintenant, qui sont plus tout jeunes et qui ont peut-être peur qu'il n'y ait pas de relève pour la transmission de cette mémoire. Oui, c'est vrai que beaucoup d'entre eux ont ces craintes parce qu'ils se rendent bien compte que voilà, ce sont les derniers témoins. Et puis quand on voit encore, moi ça m'est arrivé notamment quand le web documentaire est sorti, que sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient ce n'est pas vrai, ça n'a pas existé la Shoah, ça paraît complètement fou, Ben mais oui. on a encore ce genre voilà, de messages, de commentaires sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que tant qu'il y a la parole des témoins, c'est difficile face à un témoin de dire c'est pas vrai, ça n'a pas existé, madame, monsieur, vous n'avez pas été déporté. Donc ils ont cette crainte. Donc c'est aussi voilà, proposer, que ce soit à travers le web documentaire ou la bande dessinée aussi, de nouveaux outils pour permettre cet enseignement. Mais ce qui est important aussi par rapport aux témoins, c'est qu'il y a énormément d'enregistrements, il y a tout un travail qui a été fait au cours des 20-30 dernières années avec de nombreux témoignages vidéo. C'est le thème d'ailleurs d'une exposition qui est en ce moment au mémorial de la Shoah. Donc voilà, il y a suffisamment aussi de choses pour continuer à transmettre cette histoire. C'est vrai qu'il n'y aura pas ce contact humain quand j'assiste à des rencontres avec voilà, des anciens déportés ou des enfants cachés. C'est toujours très fort cet échange entre eux et les élèves. Mais on voit, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. Moi-même, je n'ai jamais rencontré d'anciens poilus qui avaient vécu cette période, mais ça n'empêche pas, voilà, on a vu le succès qu'il y a eu autour du centenaire de la Première Guerre mondiale, de continuer à transmettre cette histoire et de susciter un intérêt. Donc c'est comme voilà, toute période, finalement, là on n'est pas encore totalement dans l'histoire, dans le passé, parce qu'il y a encore des gens qui l'ont vécu, mais voilà, ça va arriver petit à petit. Je me disais, en référence à ce que vous avez dit par rapport au journal d'Anne Frank et en référence à ce que vous avez dit sur les témoignages des élèves du primaire, est-ce que vous pensez que votre ouvrage, particulièrement réussi, j'insiste encore, peut être une porte d'entrée à la lecture d'autres choses après? Oui, bah, c'est ce que j'espère, c'est ce que je disais moi. Vous pensez à quoi par le journal d'Anne Frank? Bah, moi, à l'époque, j'ai été marquée par le journal d'Anne Frank, mais ça peut être aussi, voilà, je parlais aussi du journal d'Hélène Baird, et puis il y a eu énormément de publications ces dernières années. Il y a eu tous les témoignages, je pense à Ginette Kolinka, qui est encore en vie, qui a Oui, sorti un livre où elle raconte voilà, sa déportation il y a peu. Il y a Marceline Loridan, qui oui. est décédée l'année Marcéline Redan-Evans, que j'ai bien connu, oui. de Simone Veil. Il y a énormément de bandes dessinées, Absolument. puis des ouvrages plus historiques aussi, plus pointus. Je pense aux ouvrages d'Annette Vivorca ou voilà, de Serge Klarsfeld. Euh, donc voilà, ça peut être, si ça peut… Est-ce qu'on va jusqu'à Primo Levi? Bah, oui, bien sûr aussi, ce qui est un texte quand même très fort et j'espère que tout le monde aura lu Si c'est un homme au moins une fois dans sa vie. Puis il y a tout ce que… Il n'y a pas seulement la littérature, il y a aussi de nombreux films qui ont été faits. Voilà, après, regarder Shoah de Claude Lanzmann. Voilà, si ça peut susciter un intérêt sur cette période, voilà, et faire réveiller aussi
une conscience sur ce qui s'est passé à cette époque-là et sur des valeurs qu'il faut continuer à défendre. La lutte contre l'antisémitisme, c'est un combat d'aujourd'hui, c'est pas seulement un combat du passé. On l'a vu malheureusement avec l'actualité. Des gens sont morts en France parce qu'ils étaient juifs ces dernières années, donc c'est un combat encore actuel. Bon, vous l'avez dit, vous avez mené une longue enquête pour retrouver des personnages, enfin des vraies personnes, pas des personnages, des gens de la famille de Louise, des gens qui l'ont connue, des camarades d'école, de grands moments d'émotion, j'imagine. Oui, bah là, au début de l'enquête, en fait, je m'étais dit, bon, comment je vais commencer cette enquête? Finalement, la première chose à faire, c'était d'essayer de voir si des membres de cette famille avaient survécu à la Shoah, s'il y avait encore des gens qui avaient connu la famille Pikowski. Et ce qui facilite les recherches aussi aujourd'hui, c'est la magie d'Internet. Voilà, on peut trouver déjà énormément de choses sans forcément bouger de chez soi. Et moi, je me suis rendue sur le site de Yad Vashem, donc du mémorial de la Shoah à Jérusalem. Et sur ce site, il y a des sources très intéressantes. Ce sont des fiches de témoignages que peuvent déposer les familles au sujet de personnes de leur famille qui ont été déportées. Donc, ils mettent des indications quand ils ont été arrêtés, où ils vivaient à l'époque. Et donc, moi, j'ai retrouvé des fiches qui avaient été remplies sur la famille Pikowski, sur Louis, sur ses parents et ses frères et sœurs, par un cousin, et qui vit donc à Jérusalem, qui vivait à Jérusalem quand il a rempli cette fiche. Et donc, j'ai cherché après sur Internet sa trace. Malheureusement, il était décédé depuis quelques années, mais j'ai retrouvé ses sœurs qui vivent à Jérusalem, qui sont des Françaises qui ont fait leur alia il y a quelques années. Et donc, je les ai contactées. Donc, ça paraissait complètement dingue, en fait, quand je les ai appelées depuis Paris pour leur dire, écoutez, mesdames, on a retrouvé des lettres écrites par votre cousine pendant la Seconde Guerre mondiale, donc vous imaginez leur émotion. Et donc, on a décidé avec l'une des professeurs, Khalida Hachi, d'aller à Jérusalem pour leur présenter les lettres. Donc ça a été un moment très fort parce que ces femmes avaient aussi perdu leur père, donc qui était un oncle de Louise, durant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été arrêté par Klaus Barbie à Lyon, il a été déporté, il n'est jamais revenu. Et elle avait été cachée dans la région du Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, qui est connue, une région protestante qui est connue pour avoir caché de nombreux juifs. Et donc, pour elle, c'était un vrai trésor. Enfin, c'était complètement inespéré que 75 ans après, quelqu'un comme ça retrouve des traces de leur cousine. Et puis, elles étaient très fières aussi à la lecture des lettres de voir combien Louise était très intelligente. Et puis, peut-être le moment le plus fort aussi de ces recherches, en fait, après que le web documentaire soit sorti, j'ai eu un peu du mal, finalement, quand on fait des recherches longtemps comme ça sur quelqu'un, on a un peu du mal à lâcher les recherches. J'ai continué en espérant trouver d'autres choses. Et j'ai notamment eu accès au dossier de naturalisation du père de Louise, donc qui s'appelait Abraham Pikowski, et qui était né en Ukraine actuelle, l'Empire russe à l'époque. Et donc, il avait été naturalisé français en 1937, avant qu'on lui retire sa nationalité en 1941 par les lois du régime de Vichy. Et donc, j'ai eu accès à ce dossier. Et dedans, j'ai vu que l'une de ses sœurs, qui s'appelait Renée, elle avait migré donc, en Palestine à l'époque, dans les années 20, et que l'un de ses frères était parti en Amérique. Donc, j'ai commencé à chercher sur des sites pour voir si je ne trouvais pas des informations sur cette branche de la famille. Et de fil en aiguille, j'ai appris que finalement, en fait, il avait immigré en Belgique. Donc j'ai une amie généalogiste belge qui m'a aidée dans mes recherches, et on a malheureusement découvert aussi que cet oncle de Louise, sa femme et sa fille, avaient été déportés depuis la caserne d'Aussin, qui est l'équivalent du Drancy belge, près de Bruxelles, et qu'ils étaient morts aussi à Auschwitz. Mais que leur fils, lui, avait survécu à la Shoah. Il avait en fait intégré les forces belges libres, donc l'équivalent des forces françaises libres, et il avait débarqué en Normandie, il avait participé à la libération de Bruxelles. Et que cet homme avait eu deux filles, qu'il était malheureusement décédé, mais qu'il avait eu deux filles. Et donc, on a finalement retrouvé l'une de ses filles, et ça a été un moment assez incroyable, puisque cette femme, donc, qui s'appelle Claire Pikowski, m'a dit qu'elle avait vu le web documentaire, puisqu'il porte son nom, donc ça l'avait intriguée, et qu'elle avait senti que ça parlait de sa famille, mais elle n'était pas sûre, en fait, elle n'avait pas osé me contacter, parce qu'elle avait peur d'être déçue. Depuis la mort de son père, en fait, elle faisait des recherches pour en savoir plus sur l'histoire de sa famille, puisque son père ne lui avait même pas parlé de la déportation de ses parents, elle ne lui avait pas parlé du fait qu'il était juif. Et donc, elle est en quelque part dans une quête d'identité. Et donc, c'est grâce au web documentaire qu'elle a appris quelles étaient ses racines, quelle était l'histoire de sa famille. Et surtout, elle a appris aussi qu'elle avait encore des cousins en France. Donc, on a pu reconnecter ces deux branches d'une même famille.
Et ça, je pense que ça a été peut-être le moment le plus fort aussi de cette histoire, parce que travailler sur Louise, c'était voilà, faire revivre cette jeune fille, mais je pensais avoir un impact finalement sur le passé. Et là, en retrouvant Claire Pikowski, ça avait aussi un impact sur le présent, parce que cette femme, c'est ce qu'elle a dit à l'issue de ces retrouvailles, elle a dit qu'elle avait maintenant son deuxième pied à terre. Donc, elle avait retrouvé son identité. Et ce qui est fou, en fait, moi, j'avais peut-être pas forcément conscience de ça, c'est que 75 ans après, il y a encore des gens qui sont dans l'ignorance du passé de leur famille, parce que la Shoah, ça n'a pas seulement exterminé des gens, mais ça a aussi privé des familles de ces liens. Des gens ont C'est leur été histoire. dispersés, voilà, de leur histoire, et qui a toujours un impact sur des gens, même 75 ans après. Je me dis qu'il doit y avoir encore d'autres Claire Pikowski qui ne sont pas au courant de leur passé. Donc, il y a encore des histoires comme ça à faire ressortir, des archives. Et voilà, donc je me suis sentie très utile, en fait. Je me suis dit bon, bah, que j'avais bien fait de continuer mes recherches et que ça valait vraiment le coup de passer autant de temps sur ce travail, si c'est pour aider voilà, une personne à retrouver son identité. C'est vraiment la plus belle des récompenses. Alors moi, il y a des choses qui m'ont énormément émue autour de cet ouvrage et je pense qu'on le doit en partie à votre ami documentaliste. J'ai évidemment visionné tout ce qu'il était possible de visionner autour de tout ça et en particulier l'interview de deux jeunes lycéennes qui ont travaillé au CDI pour retrouver d'autres Louise Pikowski et qui, sur un ton très, très émouvant et très, très touchant, on dit, bah, d'une part, on était très contente de faire ce travail parce qu'on sentait que c'était hyper important, mais du coup, quand on les a retrouvées puis qu'elles étaient plus là et qu'on savait pas, voilà, enfin, on sait bien ce qu'elles sont devenues, mais on était triste. Oui, Je ça, crois qu'il n'y a pas plus belle action didactique que ça. oui, ça a été un moment aussi très fort en fait, avec ces deux jeunes filles. Donc en fait, quand on a retracé l'histoire de Louise, on s'est aussi rendu compte qu'au lycée Jean de La Fontaine, il n'y avait pas de plaque commémorative. Contrairement à beaucoup de lycées parisiens, ces dernières années, il y a une grande campagne pour mettre des plaques pour les élèves déportés de chaque établissement scolaire. Et à La Fontaine, il n'y avait rien du tout. Et donc on s'est dit, donc très bien, on a retracé l'histoire de Louise, mais on va essayer aussi de retrouver les autres jeunes filles du lycée, parce que c'est un lycée de jeunes filles, qui ont été déportées et leur rendre hommage. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé, entre guillemets, d'utiliser les élèves actuels du lycée. Donc on avait retrouvé des livrets de prix de l'époque avec des noms d'élèves. On avait retrouvé aussi des archives dans les caves du lycée. Et donc on leur a demandé de lister tous ces noms et après de se rendre sur les sites de Yad Vashem et du Mémorial de la Shoah à Paris pour voir si ces noms correspondaient malheureusement à des élèves qui avaient été déportés. Et donc, il y a 5 jeunes filles en tout qui ont été retrouvées, dont Berthe Baumann, par ces deux jeunes filles. Et c'est vrai que c'est très émouvant. En fait, elles disent qu'au départ, bah, elles étaient contentes parce qu'elles avaient retrouvé le nom. Donc, elles se sont dit, finalement, on va avoir une bonne note parce qu'on a rempli la mission que nous demandait le professeur. Mais très vite, en fait, elles se sont dit, mais cette Berthe Baumann, elle était dans notre lycée, elle a été déportée, elle a été assassinée. Et là, elles ont compris, en fait. Là, c'était fort parce on a réussi à transmettre cette histoire. Et après, donc, elles m'ont dit que donc, ces deux lycéennes euh, m'ont dit que finalement, elles allaient porter Berthe avec elles toute leur vie. C'était devenu comme une amie, en fait. Ça a vraiment été très fort. Et surtout qu'après, en fait, il y a une cérémonie qui a été organisée donc au lycée, c'était en novembre 2017, pour inaugurer cette plaque avec les noms de cette jeune fille. Et pour organiser cette cérémonie, ce qui nous tenait à cœur aussi, c'était de retrouver le visage de ces jeunes filles, en fait. Pas que, pour ne pas que ce soit juste des noms, en fait. C'est tout le travail Avec aussi la photo de classe. que fait aussi le mémorial de la Shoah. Donc, il y a le mur des noms, mémorial de la Shoah à Paris, vous connaissez certainement. Mais aussi, il y a tout un travail pour redonner un visage à ces personnes, que ce ne soit pas juste des noms. Donc, pour la cérémonie, on a essayé de retrouver les visages de chacune de ces jeunes filles. Et pour Berthe, on a passé des semaines à essayer de le retrouver. Ça a été compliqué. On a finalement passé un appel dans le journal de Boulogne-Billancourt, parce que c'est là où elle habitait. Et une femme nous a répondu. Et en fait, sa mère était amie avec Berthe Baumann. Elle avait même assisté à son arrestation euh, voilà, à Boulogne-Billancourt. Et surtout, elle avait une photo de Berthe. Donc, les deux élèves, Colombe et Romane, avaient été très émus, en plus de pouvoir mettre une photo, voilà, un visage sur cette jeune fille. Et toute leur vie, je pense qu'elles vont voilà, vraiment porter cette histoire-là. C'était plus qu'un travail scolaire. Et puis, c'est ce qu'elles me disaient. En fait,
elles ont regardé dans la cour du lycée et de se dire que c'était voilà, des élèves qui étaient là autrefois et qui allaient en cours tout simplement comme elles et qui du jour au lendemain se sont retrouvés déportés et assassinés. Voilà, ça prend vraiment tout un sens. Et on le sent très bien dans la BD, puisqu'on voit, on suit à un moment de la BD ces interrogations, mais Anna a disparu, Berthe n'est plus là, enfin, je ne sais plus si j'ai les prénoms exacts, mais en tout cas, il y a cette interrogation sur, ben, elles sont plus là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on le Oui, sent. c'est montré aux élèves d'aujourd'hui. Par exemple, donc on a retrouvé Madeleine, qui était la voisine de classe de Louise. Et ce qui est incroyable, c'est ces jeunes filles avaient une vie normale. Elles habitaient chez leurs parents, elles allaient en cours et peut-être petit à petit, leur quotidien était complètement bouleversé. C'est ce que racontait Madeleine. Du jour au lendemain, la chaise à côté d'elle était vide. Donc elle savait très bien que Louise avait été arrêtée parce qu'elle était juive. Elle se doutait bien qu'elle avait été déportée, mais elle n'avait pas vraiment jamais eu les détails. Vraiment, pour les jeunes d'aujourd'hui, d'imaginer que voilà, du jour au lendemain, leur camarade qui est assis à côté d'eux disparaît et qu'ils n'en entendent plus jamais parler. Voilà, c'est très frappant, mais c'est pour rappeler aussi que la vie aussi peut basculer aussi très rapidement. Complètement. Bon, on n'a pas beaucoup parlé du personnage réel de cette prof de latin grec qui aurait tellement voulu sauver Louise, et Louise a demandé à ses parents, et puis ses parents pensaient qu'il valait mieux rester en famille. On se dit aussi après, cette professeure, je crois elle a porté ça, c'est d'ailleurs comme ça que démarre la BD, elle a porté ça au fond de son cœur, du début jusqu'à la fin. Elle y était pour rien, elle a essayé de faire du mieux qu'elle avait pu. Après, moi je me suis posé la question, mais c'est probablement pas une question qui trouvera une réponse. Si Louise avait été hébergée chez sa professeure et que sa famille avait été déportée, exterminée, qu'est-ce qui serait passé pour elle après? Bon, c'est pas une question à laquelle on peut répondre. Moi, ce que j'ai envie de savoir, en tout cas, c'est bon, qu'est-ce que ça a changé en vous tout ça? Si quelque chose a changé, et est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, sur quoi vous travaillez en ce moment? Ça a changé quand même beaucoup de choses. Donc moi, je travaillais déjà sur la Seconde Guerre mondiale puisque je me suis intéressée à cette période de par l'histoire de ma famille, en fait, qui est originaire du Morbihan. Et quand j'étais petite, je savais que mon grand-père avait perdu son frère dans la Résistance. C'était un FFI breton qui a été fusillé en juillet 1944. Donc je m'intéressais déjà à cette période de l'histoire et notamment aussi à la Shoah. Mais c'est vrai que là, j'ai appris plus de choses dans le détail en allant aux archives. Voilà, j'ai appris où chercher plus spécifiquement sur ce sujet-là. Et puis surtout, Louise m'a permis de faire des rencontres incroyables, en fait. Déjà de rencontrer sa famille, voilà, d'aller jusqu'à Jérusalem. C'était la première fois que je me rendais là-bas. De rencontrer ses camarades de classe, ça a été des émotions très fortes. Ce que je vous racontais aussi de retrouver sa cousine à Bruxelles, ce sont des émotions qu'on a rarement voilà, quand on fait ce métier. Aussi de pouvoir transmettre le travail qu'on a fait avec les élèves et que je continue de faire en me rendant dans des établissements. Et puis ça m'a permis voilà, aussi de voyager. En 2017, je suis partie une dizaine de jours en Ukraine. C'était une série de conférences qui avait été organisée par l'ambassade de France. Donc, j'étais dans plusieurs villes, finalement, un peu sur les traces de la famille Tchaikovsky. J'étais à Berlin, au Québec, pour présenter cette histoire. Je devais revenir à Jérusalem au mois d'avril pour une conférence organisée par l'Institut français et pour me rendre auprès des élèves du lycée français. Donc, ça a été annulé en raison Ah, du... c'était à Tel Aviv? Non, là, c'était à Jérusalem. À Jérusalem. Voilà. D'accord. Et donc, normalement, ça va être reprogrammé pour l'automne. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir Il en est vrai, hors de question que vous ne veniez pas dédicacer dans ma librairie. avec grand plaisir. Donc, ça m'a fait aussi voyager. Et puis, j'ai un peu l'impression qu'elle fait partie de ma famille aussi maintenant, voilà, que je porte son histoire et que j'essaye de la faire vivre. En fait, c'est ce que m'avait dit une cousine de Louise, Claude Counor aussi, qui m'avait dit, écoutez, finalement, Stéphanie, euh, sur son dernier petit mot, Louise avait laissé donc, des lettres et des livres à Mademoiselle Malingret et lui avait dit, j'aimerais les retrouver si je reviens un jour. C'est pour ça qu'on a intitulé ce travail Si je reviens un jour. Et elle m'a dit, finalement, Louise est revenue, voilà, 75 ans après. Et donc,
l'impression qu'elle revit en multipliant les conférences, les interventions, et que finalement, voilà, les nazis ont voulu exterminer cette famille comme 6 millions d'autres personnes, mais qui sont finalement pas arrivés totalement à leur fin, puisque ces lettres sont ressorties de ce placard et que maintenant, elles parlent au plus grand nombre. Voilà. Bravo pour ça, c'est vraiment formidable. Bravo. Moi, je vais remercier Nathalie parce qu'elle a tellement bien animé cette rencontre que Stéphanie a pu répondre à toutes les questions qui ont été quasiment posées. Donc, je ne vais pas les reposer. Par contre, il y a 2 messages, dont un qui dit que c'est tout simplement… Alors, je n'ai pas de prénom, je suis désolée, parce que c'est un pseudo, un endroit où aller, les deux messages d'ailleurs. C'est tout simplement hallucinant que des gens puissent encore penser que cela n'a pu exister. Il faut absolument mettre cette BD entre les mains des enfants et des parents. Le mémorial de la Shoah et le Mage à Paris ont toujours des belles expositions et des belles conférences. Merci pour cette BD. Et le deuxième message, c'est adressé à Stéphanie. C'est génial d'aider les familles à se retrouver. En fait, vous faites un peu le métier d'enquêteur généalogiste quelque part. Oui, c'est un peu ça. Et tout à l'heure, je n'ai pas répondu à la question, mais sur les autres travails sur lesquels je suis en ce moment, en fait, il y a beaucoup de gens qui me contactent, notamment par les réseaux sociaux, pour que je les aide, en fait. Voilà, Belle vocation. voilà, on se rend compte que la génération de mes parents, par exemple, n'a pas posé de questions. C'est pour ça que je me suis lancée dans une enquête sur mon grand-oncle pour savoir ce qui lui était arrivé. C'est souvent les petits-enfants, c'est souvent la troisième génération qui se lance, voilà, qui pose des questions, qui essaye d'en savoir plus. Et les gens ne savent pas toujours où chercher parce qu'on a une chance en France incroyable, c'est qu'on a beaucoup de centres d'archives qui sont disponibles. C'est un droit en tant que citoyen français, on y a accès, c'est gratuit. Mais souvent, les gens en fait, ne savent pas où chercher parce que souvent, il y a plusieurs centres d'archives, les archives municipales, départementales, nationales, le mémorial de la Shoah. Donc, les gens ne savent pas toujours où chercher. Donc, ils me demandent souvent de l'aide. Bon, il y a des fois, il y a des choses qui… Il n'y a rien, c'est difficile. Notamment pour la Shoah, souvent, voilà, quand les gens ont été arrêtés, déportés, les appartements ont été vidés. Et il n'y a pas toujours… voilà, on ne retrouve pas forcément… des traces. Mais voilà, donc là, en ce moment, je suis je travaille, bon, moi, c'est ma région, donc c'est la Bretagne, donc je travaille sur de nouvelles enquêtes sur la Seconde Guerre mondiale et j'aide notamment des familles à éclaircir voilà, des choses qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que voilà, je suis au début des enquêtes, mais j'aime bien aussi voilà, pouvoir aider des familles et on voit que ces cicatrices, c'est ça en fait qui est assez incroyable, c'est que les cicatrices sont toujours là, même 2 générations après en fait. Ça se transmet et les gens sont encore dans cette demande voilà, finalement de briser le silence et d'en savoir plus, même après tout ce temps. C'est encore une histoire qui est très vive en fait. Et je ne m'attendais pas forcément à ça quand j'ai commencé mes recherches, mais c'est encore très très sensible. Et moi, j'estime qu'il faut, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi, voilà, ressortir ça, ça sert à rien, c'est faire ressortir des vieilles douleurs. C'est un devoir de mémoire déjà. Parce que c'est un travail, voilà, des gens en ont besoin et je pense que voilà, on a mis souvent les choses sous le tapis et qu'il est temps un petit peu voilà, de faire ressortir tout ça, même si ça peut faire mal, mais voilà, c'est nécessaire. Toutes les choses ne sont pas réglées en tout cas. Alors moi j'ai juste une question, est-ce que vous êtes rapproché du ministère de l'Éducation nationale pour faire rentrer votre BD justement pour que les élèves le lisent dans les CDI, des trucs comme ça? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous avez eu des approches ou pas du tout? Oui, j'ai utilisé un petit peu le confinement pour ça. Donc, j'ai contacté pas mal de professeurs d'histoire, des CDI qui m'ont dit que dès que la situation allait revenir un peu à la normale, ils allaient les commander. Je suis en contact avec le Clémy. Je sais que le site EduScol aussi, qui est utilisé par les scolaires, donc avait relayé le web documentaire. Donc là, à la rentrée, je pense que le planning va être assez chargé. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller, comme je vais aller au lycée français à Jérusalem. Voilà, j'ai déjà… Et chez Nathalie dans sa librairie. Ouais. Ah oui, 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 alors là, c'est non négociable. Mais voilà, ça va être surtout ça. Ceci étant dit, je suis une librairie mobile, donc s'il faut aller au lycée français avec les ouvrages, pas de souci. S'il faut aller à l'Institut français Romain Gary, j'imagine que c'est eux qui vous ont invité, j'y serai aussi. Mais venez quand même dans ma librairie. Avec plaisir, avec plaisir. Il y a encore plein de messages de remerciements, Stéphanie, qui sont pour vous, dont CKG, alors ça doit être, je ne sais pas si c'est une abréviation de nom, j'imagine, en disant que c'est une excellente rencontre, que le sujet est extrêmement important, que c'est un livre à diffuser le plus largement possible. Il y a aussi
Alone de Culture J. Alors, hâte de retrouver Stéphanie à Jérusalem pour une dédicace chez Vice Versa, que nous connaissons bien. Voilà, donc j'ai transmis le message. Donc, vous êtes très attendus à Jérusalem. Donc, de toute façon, on le saura si vous n'y allez pas. Vous serez pointé du doigt, Stéphanie, attention. Hein. On saura tout. Moi, il n'y a pas d'autres questions, à moins que Nathalie, tu aies encore une autre question à poser à Stéphanie. Ah non, moi, j'ai pas d'autres questions. Je l'attends de pied ferme. Stéphanie, est-ce que vous avez un conseil lecture à faire à nos lecteurs qui nous regardent? Un conseil lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai lu pendant le confinement? Alors là, je suis en train de lire un livre qui est très, très fort. Je vais retaper le nom pour... donc, c'est La Nuit. Alors, l'auteur... Donc, c'est... Ah oui, je vais retrouver l'auteur parce que je ne voulais pas égratigner son nom. Donc, c'est Edgar Ilsenrath qui est décédé il y a peu, je crois. Donc, c'est un livre très fort sur la Shoah. Donc, c'est La Nuit. Et là, je suis en train de lire Le Nazi et le Barbier. Donc, c'est des livres très forts voilà, sur la Shoah, très crus. Hein. C'est vraiment... on se prend une claque vraiment en pleine figure quand on lit ces livres. Donc, c'est un rescapé lui-même de la Shoah. Et donc, c'est des histoires vraiment... C'est édité chez qui? Alors, c'est édité... Voilà, c'est édité... Alors... La colle. Parce que je l'ai pas sous les yeux. C'est édité... Je vais retrouver ça. Non, ça c'est vraiment des livres très très forts sur la Shoah. Non, mais pas difficile à trouver en librairie, rassurez-nous. Non, on le trouve facilement en librairie. Alors, c'est édité chez qui? Chez le Tripode Attila. D'accord, Voilà. parfait. Nathalie, un conseil de lecture à tes lecteurs? Alors, moi, tu m'as spécifiquement demandé de proposer du poche parce qu'il y a eu Yom HaShoah il n'y a pas très longtemps et j'ai présenté des ouvrages extrêmement intéressants. Je pense par exemple à Éparse du philosophe Didier Berman. C'est un bouquin extraordinaire, mais tu m'as demandé du poche. Donc, poche, voilà. Tu m'as dit n'importe quelle époque, n'importe quand, n'importe voilà. Donc, c'est un bouquin qui est sorti en 2003. Fabienne Verdier, Passagère du silence. C'est une jeune femme qui étudie aux Beaux-Arts et qui, en 1980, dans la Chine de ces années-là, part pour 10 années initiatiques autour de l'art de la calligraphie chinoise dans la Chine de l'époque, avec les maladies, les choses extrêmement compliquées liées aux institutions. Elle se retrouve au milieu de gens, évidemment, qu'elle ne connaît pas du tout. C'est une épopée absolument extraordinaire. Et cette jeune femme de l'époque est devenue ensuite attachée culturelle dans les services culturels en Chine. Et puis après, récit initiatique, elle est partie réaliser sa vraie vie, c'est-à-dire qu'elle a fait ce qu'elle aimait faire, la calligraphie, les tableaux, etc. Et ce livre m'a tellement emportée que je suis allée jusqu'à je ne sais plus quelle ville de Belgique il y a quelques années pour voir son exposition. C'est un récit, alors je ne l'ai pas choisi en thématique Shoah, je l'ai choisi plutôt en thématique récit de vie par rapport à ce dont on vient de parler. Et c'est un tout petit ouvrage que je recommande, mais vraiment à 100%. C'est extraordinaire. Parfait. Moi, je vous invite dans un voyage un peu antique qui s'appelle Circé. C'est Madeline Miller, je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors, Circé, en fait, si on a des souvenirs de grec ou de latin, c'est celle qui a accueilli Ulysse sur son île pendant un an pour qu'il se repose. Mais c'est avant tout la fille d'Hélios et d'une mortelle. Donc, elle est un peu sorcière, cette Circé. Et là, Madeline Miller nous décrit sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et c'est surtout que c'est une demi-déesse, mais surtout avant tout une femme puissante, libre et amoureuse. Alors là, c'est détonnant et c'est super bien écrit. Donc, c'est pas. Alors, la couverture est très belle. Je ne sais pas si on la voit parce qu'en fait, elle est un peu dorée. C'est le visage de Circé. Et donc, c'est aux éditions Pocket. Voilà. Mais je voudrais dire avant tout que, avant de lire tous ces conseils, il faut absolument se procurer la BD de Stéphanie Trouillard. Et si je reviens un jour aux éditions Des Ronds dans l'eau. Donc, vous allez tous en librairie l'acheter parce qu'il faut absolument lire cette BD. Je vous remercie beaucoup, Stéphanie, d'avoir été là ce soir avec nous. Merci à Nathalie
de Jérusalem. Merci aux lecteurs d'Israël d'être là souvent aussi, parce que j'ai toujours des petits messages, donc c'est toujours très agréable. Merci aux lecteurs habituels aussi. Je rappelle que demain, je serai là à 19 h avec Philippe Villain pour un débat autour de la littérature, autour de son essai qui s'appelle La Passion d'Orphée, sorti chez Grasset. Donc, je vais vous laisser le mot de la fin avant qu'on ne se quitte. En tout cas, il y a encore plein de messages en disant bravo Stéphanie et il faut lire cette BD. Donc, je transmets, effectivement, il faut lire cette BD et aller acheter les livres en librairie, c'est très important. Je vous laisse le mot de la fin avant qu'on se quitte, mesdames. Alors Stéphanie, moi je voulais vous remercier parce que franchement, encore une fois, c'est chapeau bas. C'est un magnifique ouvrage. Il est extrêmement bien fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, rien n'est détonnant. Au début, évidemment, je l'ai approché en me disant où est-ce qu'on va trouver ce qui gratte. Il n'y a rien qui gratte. C'est remarquable. Remarquable d'un point de vue BD, d'un point de vue scénario, d'un point de vue didactique. Moi, j'ai une chose à vous dire, c'est 1000 bravos. Merci à vous, ça donne de l'énergie pour continuer, pour continuer à travailler sur ces histoires. Et puis moi, je voulais vous féliciter aussi de permettre, depuis le début de ce confinement, aux lecteurs de se retrouver avec les auteurs. Je trouve ça formidable d'avoir utilisé malheureusement cette période compliquée pour faire quelque chose de créatif et de trouver un autre moyen de faire se rencontrer les lecteurs et les auteurs. Donc un grand bravo, parce que je sais que ça a été un travail immense. Oui. Voilà. En tout cas, ça ne remplace pas les rencontres physiques, donc vous devez aller à Jérusalem chez Nathalie. À chaque fois que je suis là, il faut venir à Jérusalem. Mais on vous attend avec émotion et grand cœur, vraiment. Merci beaucoup. Très bientôt alors.